Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, c'est avec honneur que je prends la parole devant votre tribunal. Honneur, mais dans une situation d'une gravité extrême. Et donc, on n'est jamais heureux de pouvoir prendre la parole dans de telles circonstances pour les parties civiles qui ont souffert le martyre. Vous me permettrez de vous remercier, Monsieur le Président, vous et votre tribunal, pour cette année et 6 mois que vous êtes là à écouter avec calme, avec sérieux, mais avec fermeté. Parce que le tribunal, c'est également cela, conduire les débats, mais aussi permettre d'aller au bout et à la fin. Soyez remerciés, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Le parquet, que dire, qui nous a envoyés ici, puisque c'est le parquet qui poursuit, qui pendant également tous ces mois était là dans sa constance, dans son calme, mais avec également les personnalités diverses qui le composent, mais qui nous ont permis également d'avancer et d'arriver à ce jour. Je voudrais dire un grand merci au barreau de Guinée. Vous savez, je ne suis pas guinéen pour pouvoir prendre la parole devant votre tribunal. Il me fallait nécessairement l'autorisation du barreau de Guinée. Le bâtonnier sortant, l'actuel bâtonnier, l'ensemble des membres du Conseil de l'ordre, de leur Conseil de l'ordre et des avocats guinéens qui nous permettent d'être ici aujourd'hui. Nos confrères de la défense, je peux vous dire que généralement, je ne suis pas à cette posture de partie civile. La plupart du temps, je suis à la défense. Je pense que je me sens mieux à la défense. Mais par la force des choses et des événements graves qui ont été commis ici, les graves violations des droits de l'homme nous amènent à être ici, de ce côté-ci. Je voudrais leur dire merci. Merci pour avoir déployé tous les moyens qu'ils avaient pour assurer la défense de leurs clients. C'est cela également le procès pénal. Que dire de mes confrères de la partie civile, celles et ceux avec lesquels nous avons longtemps travaillé. Je voudrais leur dire merci pour leur constance et leur dévouement, leur engagement. Je sais comment ils ont souffert. Mais je voudrais dire deux merci particuliers à deux personnes. Maître Hamidou Bari. C'est vrai que ce n'est pas un retour de bon procédé, mais en réalité, ce que je le dis avec conviction et foi, et je le ressens. Parce qu'au début de cette affaire, c'est lui qui était le coordonnateur de notre collectif. Nous savons que nous avons suivi, nous avons traversé des difficultés. Il n'est pas là, mais je sais qu'il entendra ma voix. Je voudrais lui rendre hommage. Et l'autre personne, c'est Maître Amadou Despa, que j'ai appris à découvrir et à apprécier. Et je puis dire que j'ai eu une fierté énorme d'être constitué à vos côtés, chers confrères, et les autres également. Merci. Après avoir écouté mes deux confrères hier, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, je me suis demandé, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu peux dire? Si nous étions en matière civile et en matière commerciale, je leur aurais demandé tout simplement, écrivez mon nom à vos côtés pour que les écritures que vous déposez soient également les miennes. Nous sommes en matière pénale, en matière criminelle, où la voix
doit être entendu et porté. Et j'ai fait des kilomètres et des kilomètres pour arriver. Il faut que également ma voix soit associée à leur voix. Je voudrais à ce stade de mon propos, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, nous souvenir d'un certain nombre de personnes. Parce que nous sommes là aujourd'hui, à l'audience des plaidoiries, des réquisitions. Mais nous sommes partis de loin. Les événements datent du 28 septembre 2009. On a dû traverser des monts et des vallées, des obstacles et des embûches. Il a fallu que des personnes soient là également à nos côtés, aux côtés de la FIDH, la Fédération internationale pour les droits humains, l'Organisation guinéenne des droits de l'homme et du citoyen et l'Association des amis et parents des victimes du 28 septembre. Vous me permettez, Monsieur le Président, de dire un grand merci à ces personnes qui nous ont accompagnés et soutenus, même si beaucoup ne sont pas là aujourd'hui. M. Sidiki Kaba, qui était le premier de la FIDH à nous accompagner ici, en Guinée, pour qu'on puisse faire le plaidoyer nécessaire. Qui a été président de la FIDH et président d'honneur. M. Patrick Baudouin, également président et président d'honneur de la FIDH. Dimitri Christopoulos, qui a été président et sa première mission en tant que président de la FIDH, c'était en Guinée. Parce qu'il a estimé que les événements du 28 septembre 2009 étaient des événements qui ne pouvaient pas passer comme ça. Et qui nous a accompagnés. Alice Mongo, l'actuelle présidente également, qui nous a soutenus et qui nous soutient. Et nous avons un certain nombre d'avocats, le groupe d'action judiciaire de la FIDH qui fait que je suis là aujourd'hui, avec Martin Pradel, qui est coordonné par M. Bectad Clémence, qui malheureusement n'a pas pu faire le déplacement. Je voudrais également, au niveau de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme et du citoyen, parce que partie civile également à cette procédure, dire que Dr Madjousso a été constant dans cette lutte-là avec nous. Abdul Kadiri Diallo, qui les deux ne sont plus là, mais je sais qu'à ce jour, là où ils sont, ils peuvent être fiers de ce que leur combat est abouti à ce procès, à ce jour, et bientôt à une décision. Souleymane Ba, l'actuel président qui conduit les destinées de cette organisation. Je voudrais également avoir une reconnaissance à une dame que je puis dire, j'allais dire que nous avons trimballé, elle est là, Asma Outia, qui a fait les 4 coins de la Guinée, mais du monde, pour que la voix des victimes soit entendue, pour que ces événements ne soient pas oubliés. Merci, madame, pour votre constance. Mais les victimes, ces victimes que nous représentons, qui ont payé le lourd tribut, qui ont été malmenés, je voudrais en ce jour, où je porte leur voix, leur dire toute ma compassion, leur dire également qu'elles ne sont pas seules, elles ne seront jamais seules, car il y aura toujours des hommes et des femmes, ou des femmes et des hommes à leur côté, malgré cette douleur que nous ne pouvons pas en réalité partager et connaître, parce qu'elles ont vécu cela dans leur chair et dans leur peau. Ces victimes, malgré les incertitudes, leur douleur et parfois leur inquiétude, ont constamment participé à l'œuvre de justice. Depuis l'instruction préparatoire, au débat devant votre tribunal, et aujourd'hui encore, qui ont estimé que leur constance devrait permettre à ce qu'un jour nouveau se lève en Guinée. Je suis de loin, mais je suis si proche de ce dossier, Monsieur le Président. Je peux vous dire, déjà en novembre 2009, j'étais en Guinée. Soit à peu près 2 mois après les événements, j'étais là.
Dans le cadre de la Fédération internationale pour les droits humains, j'étais là pour, aux côtés des victimes, comprendre ces douloureux événements qui se sont déroulés en terre de Guinée, cette terre en Afrique de l'Ouest, qui a une tradition de peuple qui a accepté d'aller très tôt aux indépendances, pendant que d'autres peuples étaient au ralenti et qui devraient porter la fierté de l'Afrique, qui malheureusement a connu ces événements douloureux. Nous étions là avec certains de nos amis, et nous étions trois, deux autres Burkinabés, malheureusement, un n'est plus de notre maître, le juge Kambou Kassoum, qui a été président du Conseil constitutionnel plus tard au Burkina Faso, qui s'en est allé, mais également avec Ali Sanou, l'actuel secrétaire général de l'Organisation guinéenne des droits, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples. Nous étions là également le 3 décembre 2009, et nous savons ce qui s'est passé, mais ce n'est pas ce qui nous réunit ici. Nous étions là, partie civile, concourant à ce que l'audience se tienne ici, en terre guinéenne, pour avoir le caractère national, pour ne pas qu'on dise c'est les autres qui ont jugé, ce sont les autres qui ont condamné un tel ou un tel, ce sont les autres qui ont élargi un tel ou un autre, parce que la communauté internationale veut ceci ou cela. On a voulu, on a souhaité, on a prié que justice se fasse en Guinée, en terre guinéenne, aux côtés des victimes, proches des victimes. Heureusement, Monsieur le Président, nous sommes là aujourd'hui devant vous. Ce vœu a été satisfait. Mais je m'en voudrais, sans dire un mot, d'un garde des Sceaux, ministre de la Justice, Cheikh Sako, qui durant plusieurs années avec qui nous avons interagi, à qui, devant les portes de qui, de fois, nous faisons tout pour que cette procédure avance. Et évidemment, les autorités actuelles qui ont permis que ce procès s'ouvre. Sur l'instruction, Monsieur le Président, on a entendu beaucoup de choses. L'instruction bâclée, l'instruction, il n'y a rien dans le dossier, le dossier est vide. Je suis d'ailleurs, mais je ne suis pas loin de la Guinée. Je suis d'ailleurs, mais longtemps, j'ai été dans cette procédure. Je sais comment ces juges d'instruction ont souffert. Je sais dans quelles conditions ils travaillent, vous le savez mieux que moi. Mais c'est bon toujours de rappeler que les conditions n'étaient pas les conditions optimales pour une instruction optimale. Mais malgré cela, ces magistrats guinéens, ces juges guinéens, ces greffiers guinéens ont travaillé d'arrache-pied dans des conditions sécuritaires extrêmement difficiles. Parce que, Monsieur le Président, mes prédécesseurs le disaient ici, des personnes qui étaient soupçonnées d'avoir été auteurs, complices, co-auteurs, etc., étaient encore à des postes importants et sécuritaires de ce pays. Et puis, Monsieur le Président, lorsque l'instruction avait lieu, qui pouvait imaginer que l'audience se tiendrait? Nous avions espoir en tant que partie civile, en tant que conseil de partie civile. Nous prions Dieu pour que ça se tienne, mais je ne suis pas sûr que si on faisait un sondage dans la population guinéenne, il pourrait se trouver plus de 10% qui auraient pensé que ce jour arriverait, que le soleil se lèvera. Mais ces juges, dans ces conditions, ont travaillé, ont fait ce qu'ils ont pu, et je voudrais, Monsieur le Président, si on ne peut pas leur rendre hommage, qu'on ne leur jette pas la pierre, on doit avoir au moins la décence et le courage de reconnaître leur travail, de reconnaître le courage que ces juges ont eu, d'avoir mené à bon port ce dossier qu'ils ont clôturé en 2017. Je voudrais leur rendre hommage là où ils sont, pour leur dire qu'ils ont participé à cette œuvre-là
Quoi qu'ils attendent, qu'ils soient fiers. Et je suis sûr que leur descendance sera fière d'eux. Pourquoi ce procès est important pour les victimes? Pourquoi ce procès est important pour les victimes? Lutte contre l'impunité, pas seulement, quoique, mais également pour permettre à la République de Guinée également de tourner une page importante de son histoire. Une page importante de son histoire. Pour rompre avec un passé qui semblait et qui paraissait à par moments, je m'excuse du terme, congénital à la Guinée, mais non. Mais non. On a passé notre étape. C'est aussi la marche de l'histoire. On peut penser, on peut croire, on peut peut-être deux fois être stagnant, mais on continue ce procès à ce sens-là pour montrer que plus jamais les choses ne pourront se faire impunément. Ce procès également est emblématique, historique ici en Guinée, mais également, on peut le dire, en Afrique de l'Ouest et dans un chef d'État, devant les juridictions nationales, bénéficiant de toutes les garanties nécessaires pour sa défense. Et pour en ajouter, ce procès, il n'est pas non seulement public, mais il est dans la postérité parce qu'il est capté par les images et partout dans le monde. Chacun, partout en Guinée, saura ce qui a été dit et saura comprendre votre décision le moment venu. Ce procès, il est exemplaire, il doit être exemplaire, mais pas que les personnes soient nécessairement condamnées pour l'exemplarité, mais surtout pour montrer que quel que soit notre niveau de responsabilité dans le pays, dans l'appareil politique, administratif, quelle que soit notre position, notre degré de responsabilité dans la hiérarchie, un jour arrivera où nous devrons rendre compte. Donc ce procès est également un exemple. Un procès criminel, c'est un procès des hommes et des femmes, mais ici des hommes. Des hommes dont la personnalité est importante. Parce que également un procès criminel ne s'arrête pas uniquement et seulement sur les faits qui sont importants, mais également prend en compte la personnalité de la personne à poursuivre, de l'accusé. C'est pourquoi il me semble important de dire un mot de certains accusés, pas de tous. Un mot pas, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, soyez rassurés, pas pour les dépeindre à noir ou pour leur jeter l'anathème, mais pour rappeler juste les choses que vous savez certainement mieux que moi, mais comme je l'ai dit, la répétition est pédagogique, il est toujours bon de se rappeler. Je vais dire un mot du capitaine président Moussa Dadis Camara ou du président capitaine Moussa Dadis Camara. Ici, pendant ce procès, on a entendu beaucoup de choses. Je n'étais au courant de rien. Je ne savais pas ce qui se passait. Il y avait un complot dans mon dos. Des gens ont voulu ceci, des gens ont voulu cela. Des noms ont été cités ici. Mais fort heureusement, Monsieur le Président, vous et nous, le parquet, la partie civile et même la défense, nous sommes contemporains de l'histoire récente de la Guinée. Nous savons. Vous ne pouvez pas l'exprimer comme nous le faisons parce que vous l'exprimerez dans votre décision. Mais nous savons qui est le capitaine président Moussa Dadis Camara. En tout cas, nous étions en Côte d'Ivoire, nous n'étions pas en Guinée.
Mais nous avons eu la chance que les moyens de communication soient développés et que nous suivons, j'allais dire au jour le jour, le capitaine président Moussa Dadis Camara, qui veut nous faire croire ici à cette audience qu'il n'était pas un président avec du pouvoir, qu'il n'était pas un président avec le pouvoir, qu'il n'était pas un président qui avait le pouvoir. Or, il suffit simplement, Monsieur le Président, de suivre ses actes et ses faits et ses paroles pour comprendre qu'il était omnipuissant, omniprésent, je ne dirais pas omniscient. Qui de nous ne peut pas se souvenir que le président Moussa Dadis Camara, le capitaine Moussa Dadis Camara, ne perdait aucune occasion pour railler des personnalités. Vous avez vu un directeur général de la douane démis en pleine cérémonie. Qui peut être aussi puissant qu'un tel président? Qui peut être aussi président qu'un tel président? Vous avez vu, je ne vais pas rappeler de mauvais souvenirs, mais nous avons vu également ce jour-là, nous nous sommes posé des questions, des magistrats mis à la retraite, 10 mis à la retraite anticipée, en pleine cérémonie, qui plus puissant que ce président peut le faire. Quand on fait cela, on ne peut pas dire qu'on n'est pas puissant. Qui que celui-là, qui par des appels téléphoniques, dit au Premier ministre, n'a pas droit à cela ou ceci. On a tous entendu cela, on a tous vu cela. C'est ce président, le capitaine Moussa Dadis Camara, qui est là devant vous, chef suprême de l'armée, qui faisait tout ça, donc qui était tout puissant. Qui était tout puissant. Donc, aujourd'hui, certainement, il aura le beau rôle de dire « je ne contrôlais rien ». Mais il suffit simplement, Monsieur le Président, de se rappeler ces événements, ces faits-là, et je sais que ce tribunal-là, le parquet et les autres, savent mieux que moi. Moi qui viens, je le dis encore d'ailleurs, pas d'ici, mais pas trop loin. Je voudrais également parler du colonel Moussa Tchibourou Camara. Vous savez, lui, de chez moi, je ne le connaissais pas. Je n'avais jamais entendu parler son nom. Mais je crois qu'à l'époque, en 2009, si mes souvenirs sont exacts, il était capitaine. Parce que je me rappelle, je vous ai dit, j'étais là en novembre 2009. Et puis, lorsque nous rencontrions les victimes, les associations de victimes, son nom n'apparaissait jamais lors des rencontres publiques. Personne ne disait son nom. C'est vrai, on attendait le capitaine président Dadis Camara, on attendait le commandant Diakité Aboubakar, mais on n'attendait pas son nom. Mais il suffisait que la réunion finisse et qu'on soit dans la rue. Vous êtes accosté par les participants à la réunion. Je peux vous dire, on ne pouvait pas dire. Il y a un an, il y a deux, je vais revenir après sur le deuxième. On ne pouvait pas dire, il y a le capitaine Thibault qui était là, partout. Il était le chef d'orchestre. Mais on ne peut pas le dire, parce que si nous le disons, on ne sait pas ce qui va se passer. Ça pour vous dire la puissance que cet accusé faisait ressentir à la population. C'est pour vous dire la peur que la population avait. C'est pour vous dire, Monsieur le Président, qu'ils avaient le pouvoir. Ils avaient le pouvoir. Ils avaient la maîtrise du pouvoir. Je vous ai dit, il y a un deuxième, c'est le colonel Claude Pivy. Également, dans les mêmes circonstances, dans le même processus, les gens avaient peur et je me rappelle,
qu'une personne qu'on avait rencontrée nous a dit, j'ai dit son nom dans ma bouche, je ne sais même pas s'il a entendu là où il est. Tellement il faisait peur. Il y a le capitaine Marcel Guilavogui, que lui, à cette époque-là, je n'avais pas entendu, on nous avait dit, ceci, il y avait le neveu, c'est comme ça qu'on nous disait, mais le nom, je ne l'avais pas retenu. C'est lorsqu'ici, après, ces éléments sont sortis, j'ai compris qu'il s'agissait du capitaine Marcel Guilavogui. On nous a dit, c'était lui. C'était l'homme à tout faire, c'était le puissant. Il faisait ce qu'il voulait, il pouvait faire ce qu'il voulait. Et ici, on se rappelle tous que le commandant Bakar Diakité nous a dit, même les ministres ne valaient rien devant lui. Ils avaient le pouvoir, ils étaient au pouvoir, ils avaient le pouvoir, ils tenaient le pouvoir. Que dire du commandant Bakar Diakité? Que dire de lui? Pendant ces audiences, au début, et surtout lorsqu'il a pris la parole, certains m'ont dit, est-ce que c'est la même personne? Est-ce que ce n'est pas une doublure? Parce que celui qui était avec Dadis, excusez-moi Monsieur le Président, le capitaine président Moussa Dadis Camara, c'est pas lui. Il n'était pas comme ça. Il nous faisait peur. Monsieur le Président, pour parler de ces personnes, c'est pour vous dire en réalité que vous ne pourrez pas croire, et je suis sûr, qu'ils n'avaient pas le pouvoir, qu'ils n'avaient pas la maîtrise du pouvoir, qu'ils n'avaient pas la maîtrise de l'appareil d'État, de l'appareil policier et militaire. Ce sont des personnes qui tenaient fermement le gouvernail, qui savaient ce qu'elles voulaient, qui savaient où elles voulaient partir, qui savaient ce qu'elles voulaient faire. On vous dira également, Monsieur le Président, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve, on a entendu répéter, c'est ta parole contre la parole. Ah non, nous sommes en matière pénale, Monsieur le Président. Mais bien mieux, peut-être pire, nous sommes en matière de crime d'État. Ces personnes ne sont pas les premières venues. Ce n'est pas n'importe quelle personne. C'était, Monsieur le Président, le chef de l'État, chef suprême des armées. C'était son aide de camp. C'était le ministre de la Santé. C'était le secrétaire d'État, la lutte contre le grand banditisme. C'était le ministre de la Sécurité présidentielle. C'était, Monsieur le Président. C'est-à-dire, et le commandant Diakité Abakar l'a dit ici, c'est eux qui ont pris le pouvoir. Certainement, certains sont venus après. Ils ont pris le pouvoir. Donc, c'est eux qui tenaient le pouvoir. C'est eux qui avaient le pouvoir. C'est eux qui faisaient de la Guinée ce qu'ils pouvaient. Donc, dans ces circonstances, dire qu'il n'y a pas de preuve, mais c'est eux qui sont. Pour le moment, auteur présumé, pour le moment, mais c'est eux qui avaient le pouvoir également. C'est eux qui avaient également le pouvoir. Et d'ailleurs, ici, on a entendu, Monsieur le Président, des personnes qui prenaient les sons et les images. Vous ont dit, on a arraché ma caméra, ils ont cassé ma caméra, ils ont enlevé ceci, la bande, etc., etc. Parce qu'ils savaient ou elles savaient, ces personnes, ce qu'elles faisaient. Il ne fallait pas qu'il y ait de traces. On enlève, on détruit ce qui pouvait capter. On dit non, mais pourquoi vous ne présentez pas des images? Ah, je suis en train d'être battu. Je suis en train d'être torturé. On me dit, il faut que je montre des images. Où sommes-nous, Monsieur le Président? Où sommes-nous? La question de preuve, il y a eu des images, il y a eu des propos, il y a eu des sons. Même des sons passés ici ont été contestés. Alors, il y a même eu des images ici deux fois. Ah non, c'est pas moto, c'est... On a contesté même ici quand il y a eu des images. C'est pour vous dire, Monsieur le Président, quel intérêt ces victimes ont à venir accuser
À tort, quel intérêt? Aucun. Est-ce que c'était les seuls? Je ne crois pas. Qui étaient en Guinée, qui avaient le pouvoir aussi. Non. Mais pourquoi ce sont eux? On va venir, on va continuer de le dire. Mais les paroles, eux-mêmes, leurs propres paroles, la parole des accusés, c'est vrai. On a une défense au départ divisée, réconciliée. Mais la division également a permis de voir beaucoup de choses que la réconciliation ne peut pas effacer. Ici également, on a entendu des accusés dire des choses d'autres accusés. Et hier, mes excellents confrères sont revenus sur ces éléments-là. Pour vous dire qu'il y a à boire et à manger. Il y a à motiver une décision importante dans ces vidéos, ces audios, ces propos. Parce qu'en réalité, Monsieur le Président, l'accusé a le droit de mentir pour se défendre. Il a le droit. Et d'ailleurs, on a vu ici des accusés par des tours extraordinaires, passer du déni, l'âme coupée, l'âme fracturée. J'étais pas là, j'étais malade, j'étais alité, j'étais au stade, j'avais même des grenades. Vous croyez qu'à peu près, il peut y avoir du tout. Donc la question de la preuve, Monsieur le Président, c'est important. Je ne reviendrai pas sur les propos des uns des autres parce que mes confrères hier sont revenus longuement dessus. C'est pourquoi je vous disais d'entrée de jeu, lorsque je les écoutais, je me demandais qu'est-ce que j'aurais à dire, qu'est-ce que je pouvais dire. Parce qu'en réalité, ils sont revenus sur les propos des uns et des autres, clairement en indiquant ce que les uns ont pu faire, ce que les autres ont pu faire également. C'est vrai que dans ce procès, il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été dites. On ne peut pas contraindre un accusé de dire ce qu'il ne veut pas dire. Mais quand on voit des responsables qui étaient au plus haut niveau, qui ne sont pas capables de dire telle personne était là alors qu'ils les connaissaient, c'est dire, mais c'est leur droit, Monsieur le Président. C'est aussi lorsque des accusés disent que j'ai vu tel autre accusé, mais quand on pose des questions sur d'autres, qui étaient également là, dit non, je ne l'ai pas vu, et vous avez même entendu un accusé dire, ah, j'ai vu quelqu'un qui ressemblait à Marcel, alors qu'il le connaît si bien. Ils travaillent ensemble. Marcel, c'est le neveu du président. Je mets en gris parce que je ne connais pas très bien le lien biologique, mais c'est ce qu'on a entendu ici. Marcel, le capitaine Marcel Guilavogui, je voudrais dire, Monsieur le Président. Mais il dit, je ne sais pas, j'ai vu une personne qui lui ressemblait. On est arrivé à la clinique, je ne l'ai pas vu. Mais le capitaine Marcel Guilavogui dit, mais j'étais là, c'était là, je ne voulais pas que lui. Il dit, non, Monsieur le Président, vous comprendrez également quelle foi il faut accorder à ces propos qui, en eux-mêmes, ou confrontés, montrent les limites de leur position. On va vous dire également, Monsieur le Président, que le capitaine président Moussa Dadis Camara était tellement blanc comme neige qu'il n'avait rien à cacher. Il a mis en place une commission nationale d'enquête, une commission internationale d'enquête pour faire la lumière sur tous ces événements, pour montrer qu'en réalité, il n'a rien fait, il n'était pour rien du tout. On vous le dira parce qu'on l'a entendu ici. Mais, Monsieur le Président, je vous ai dit qu'en novembre 2009, j'étais à Conakry. Je vous ai dit que j'étais avec le Burkinabé. Initialement, je devais venir avec deux autres personnes qui ne sont pas de l'espace CEDEAO, qui avaient besoin de visa. Évidemment, pour venir, on vous demande une lettre d'invitation qui vous indique ce que vous venez faire. Il a été indiqué, ce pourquoi on voulait faire, c'était justement pour mener les enquêtes de droits de l'homme sur les événements du 28 septembre 2009. Les visas ont été refusés à ces deux personnes. Si on voulait vraiment ouvrir
la Guinée à ce que tout soit dit, tout soit vu, on n'aurait pas fait cela. Mais encore. Pourquoi mettre en place une commission d'enquête internationale et une commission d'enquête nationale? Pourquoi? Si on veut très aussi bien la transparence, on met la commission internationale d'enquête et puis on attend. On voit les résultats. Mais en réalité, on n'était pas si sûr des résultats de la commission internationale d'enquête. On ne savait pas vers où cette commission irait. Donc il faut mettre en place une commission nationale d'enquête. De sorte que les résultats de ces deux commissions peut-être puissent s'entrechoquer éventuellement. Pour dire, mais voici, on a fait, mais il y en a qui mentent, il y en a qui disent la vérité, il y en a qui disent des moins-vérités, des contre-vérités, etc. On a voulu cela, on a voulu piéger cela, mais certainement cela ne marche pas. Et je vais prendre des propos d'un des accusés ici, le commandant Boubacar Diakité, qui vous a dit: on a voulu que je porte le chapeau devant la commission internationale d'enquête. On m'a rappelé qu'au Burkina Faso, l'affaire Norbert Zongo, et que. Parce qu'en réalité, Monsieur le Président, certainement, ils ont fait appel à la commission internationale d'enquête. Après, le capitaine président s'est rendu compte que les choses n'allaient pas dans le sens qu'il voulait, mais il fallait nécessairement que quelqu'un porte le chapeau. Parce qu'en réalité, pourquoi le commandant Boubacar Diakité à cette époque-là? Parce qu'en réalité, vous verrez, on le voit dans tous les procès-verbaux, que ce soit les manifestants, que ce soit les leaders politiques, ils vous disaient, c'est lorsque le commandant Touba est arrivé avec ses hommes que les tirs ont commencé. Donc il était facile de limiter tout, de dire: commandant, vous partez, vous êtes notre bouclier, vous endossez, on fera quelque chose, mais sachez qu'on ne va pas vous oublier, mais notre pouvoir sera là, parce qu'en réalité, c'est une question de notre pouvoir. Notre pouvoir, les personnes qui sont au pouvoir, c'est ça, notre pouvoir. Donc, c'est pour vous dire que mettre en place même la commission internationale, appeler la commission internationale d'enquête, mettre en place une commission nationale d'enquête ne peut pas être et n'est même pas un élément pour disculper le capitaine président. Pas du tout. Au contraire, les manœuvres qui s'en est suivies montrent à l'évidence qu'on voulait noyer le poisson. On voulait montrer patte blanche. J'avais prévu parler des faits, mais je ne vais pas en parler, Monsieur le Président, parce que ces faits ont été longuement parcourus par mes confrères qui m'ont précédé à cette barre. J'ai failli dire à ce pupitre, mais à cette barre, puisque nous sommes à la barre en tant qu'avocat. Mais je voudrais, à ce stade donc de mon propos, dire quelques mots des infractions poursuivies. Pas dans la démonstration technique, parce que hier on a eu cette démonstration technique qui ne laisse aucun doute sur l'existence de ces infractions, de ces crimes, sur l'imputabilité aux accusés ici présents. Que ce soit des crimes de droit commun tels que poursuivis par l'ordonnance de renvoi, tout comme si vous accédez à la requalification à laquelle nous souscrivons pleinement, et les arguments ont été donnés, ces arguments, Monsieur le Président, sont tellement imparables. On me dira, en droit, il n'y a pas d'arguments imparables, il y a toujours des contre-arguments, c'est vrai. Je vous ai dit, généralement, je suis de l'autre côté. Quel que soit le bord, l'avocat, le juriste, c'est ça aussi notre propre. C'est ça notre propre. Mais j'ai la conviction que cela est tellement imparable que vous ne pourrez pas faire autrement.
Les assassinats et meurtres, je vous ai dit, ce n'est pas des questions techniques. Mais pourquoi on fait ça? Parce qu'on veut casser de l'opposant. On veut casser l'opposition. On veut casser toute velléité d'opposition. Hier, ça a été dit ici, à la candidature du capitaine président Moussa Dadis Camara. Parce que c'était ça l'objectif. Il faut casser. Il ne faut pas que demain, si les leaders de l'opposition appellent à sortir, que personne ne sorte. Parce que quelques semaines avant, également les partisans du capitaine président se sont réunis. Mais si on fait la balance, il ne faudrait pas qu'on dise qu'il n'est pas si populaire, parce qu'il faut montrer à la face du monde qu'il est extrêmement populaire. Donc, on tue pour dire, ne venez pas, si vous venez, vous verrez. Si vous sortez, vous verrez évidemment. Après cela, si les choses avaient continué dans le silence et l'indifférence, et surtout sans qu'il y ait de suite comme on l'a connu par le passé, évidemment, je suis sûr que chaque parent dira à son enfant, tu ne vas pas là-bas parce que je ne veux pas te perdre. Je ne veux pas te perdre. Je veux que tu restes. On vous a dit ici, il y a des parents même que pour cet événement-là, avaient enfermé leurs enfants dans les maisons, mais qu'on allait rechercher à l'intérieur comme pour dire, même dans les quartiers, ne les soutenez pas. Parce qu'on va venir vous chercher. C'est des questions purement politiques, Monsieur le Président. C'est pour la politique. C'est pour le pouvoir. On veut rester au pouvoir alors que en décembre 2024, quand on arrive en 2028, quand on arrive au pouvoir, on a dit qu'on vient pour instaurer la démocratie CNDD. On vient instaurer la démocratie, le développement. Or, le développement et la démocratie ne peut se faire sans les hommes. Si on les tue, où allons-nous? Mais justement, c'est pour dire, la démocratie et le développement, c'est nous. Vous ne sortez pas. C'est pourquoi on a tué. C'est pourquoi on a cassé. Cassé toute résistance. Cassé tout ce qui pouvait être opposé au pouvoir du capitaine président. On torture. La torture, c'est physique, mais c'est psychologique. Ça peut passer de génération en génération, la torture. Parce que le père torturé, la mère torturée, transmet nécessairement cela à sa descendance. La peur, il ne faut pas. Donc on a voulu encore marquer les esprits pour dire, il ne faut pas que ça se répète, il ne faut pas que ces personnes puissent se réunir. On doit casser. On doit casser et puis on doit violer. L'arme utilisée dans les conflits les plus abjects et les plus barbares, sur le champ de bataille, mais ici en Guinée, c'est l'inhumanité, si je peux m'exprimer ainsi, à ciel ouvert dans un stade, dans ces stades. Je me rappelle, Monsieur le Président, en 2009, quand je suis venu en Guinée, la première dame que j'ai reçue et qui me parlait de ça, elle a vu dans mon regard que j'étais sceptique. Je ne pouvais pas comprendre. Comment, dans un stade, on puisse violer des femmes, pas une, pas deux, pas trois, pas 10, des dizaines. Elle me dit, on ne comprend pas. Mais lorsque ce procès a commencé, j'ai compris, Monsieur le Président, quand même un peu. Mais on a sorti les reculs de candidats pour venir. Des gens qui étaient en formation, et les prend pour venir. Mais quand ceux-là, on les prend pour venir, on s'attend, on sait, on doit prévoir que ça va arriver. Ça va arriver, c'est comme, Monsieur le Président, les hommes qui ne voient pas des femmes pendant
des mois et des mois et puis vous les mettez. Vous savez, la bestialité peut prendre le dessus. Et ce que nous avons connu au stade, c'est viol. C'est un peu comme ça. Mais qu'est-ce qu'on recherchait? Qu'est-ce qu'on recherchait? C'est vrai, on a décidé de chosifier ces femmes qui sont venues pour dire à leurs époux, à leurs parents, elles ne sont rien. On les réduit. On les réduit à des choses, à des instruments sexuels qu'on utilise, mais sans aucun regard, Monsieur le Président, pour ce qu'on cause à ces femmes. Le traumatisme qu'on cause à ces femmes. Lorsque vous rencontrez, et en novembre 2009, c'était encore tout, ça venait de se passer il y avait 2 mois. J'avoue que, Monsieur le Président, j'en ai connu des vertes et les pas mûres. Parce que quand même, il y a longtemps, je traîne ma bosse dans les droits de l'homme à travers le monde. J'ai connu des conflits, mais je n'ai jamais connu ça. Je n'ai jamais connu ça. Je voudrais, Monsieur le Président, que vous me permettez de dire à ces dames, vous avez souffert, mais le Seigneur, Dieu est là pour chacun de nous. On a voulu que ces femmes ne soient plus des êtres humains. On ne veut plus. Mais on ne s'est même pas contenté, Monsieur le Président, de rester au stade. On les a encore transportés ailleurs pour continuer à leur dire, vous n'êtes rien que des esclaves. Mais on a oublié que, également dans ce pays, on a dit cette phrase, j'avoue que dans ma jeunesse, c'était une phrase que j'adorais. Je préfère l'indépendance dans la pauvreté que l'opulence dans l'esclavage. Cette phrase, je vous dis, dans ma jeunesse, je l'adorais, je l'ai citée même à plusieurs reprises lorsque je devais faire des dissertations. Mais on a dit à ces femmes-là, dans les années, au début à la fin des années 40, on disait ça ici, ça a été dit ça ici en Guinée, mais on dit à ces femmes-là, vous serez dans l'esclavage. Et quel esclavage sexuel? C'est pour dire, on vous enlève tout ce qui fait de vous l'humain. C'est cela, Monsieur le Président. C'est cela, l'attitude. Les vols et les pillages. Les vols et les pillages. Également. C'est parce que vous mangez que vous venez aux manifestations. Vente vide ne viendra pas à une manifestation. Il faut qu'on détruise. Il faut qu'on détruise ce que vous permette. Pour ce que vous permet de vivre et de venir au stade, c'est parce que vous avez mangé, c'est parce que vous avez les moyens, c'est pourquoi vous venez. Si vous n'avez pas mangé, vous ne pouvez pas marcher pour venir au stade. Si vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas prendre les véhicules pour venir au stade. Donc il faut détruire tout cela. Et tout cela, Monsieur le Président, est calculé méthodiquement. Pourquoi? Pour que la candidature projetée du président capitaine Moussa Dadis Camara soit la candidature qui paraisse la mieux pour la Guinée. C'était cela. Donc c'est encore une projection politique. Et tout cela a été fait dans un but extrêmement bien calculé. C'est pour garder, conserver le pouvoir. Les disparus. Non seulement on veut que l'ampleur de ce qui s'est passé au stade ne soit pas connue, parce qu'on ne peut pas tout cacher, mais en même temps, si tout est sûr, l'émoi et l'émotion peut être telle que personne ne voudrait peut-être composer avec ce régime, alors que tout est fait pour ce régime, justement. Si personne ne veut composer avec ce régime, donc on aurait fait tout ça pour ça. Non, il ne faut pas. Donc, il faut faire en sorte
corps n'est pas tous les corps. Et ça a été développé à Satiété ici, Monsieur le Président. Comment ces corps ont été enlevés? Comment quelqu'un qui a vu son parent, le corps de son parent, après ne le retrouve plus? On peut dire, mais où sont-ils? Est-ce qu'il y a vraiment des disparus? Mais ils ont vu le corps de leurs parents. Et puis après, le corps n'est plus là. Le corps est allé où? Et comme il ne peut plus représenter le corps, comment faire, Monsieur le Président? Mais en réalité, également, c'est encore calculé. Tout ça, je dis, c'est politique. C'est calculé. Parce qu'en réalité, quelqu'un l'a dit mieux que moi hier, tant qu'on n'a pas le corps, tant qu'on n'a pas enterré, on ne peut pas faire le deuil. Et si je ne fais pas le deuil, je ne voudrais pas qu'un autre de mes enfants, de mes parents, ait encore une autre manifestation. Donc, rien n'a été fait au hasard, Monsieur le Président. Rien n'a été fait au hasard. On a méthodiquement calculé. Et je vais vous donner des éléments qui nous permettent de le dire. Je peux vous dire ce que j'ai préparé d'Abidjan pour arriver ici. J'ai totalement tout chamboulé parce que mes confrères ont tellement bien dit que j'avais peur de dire moins que. Et donc, j'ai préféré ne pas dire ce qu'ils ont si bien dit pour ne pas détruire ce qui nous a ébloui hier. Je voudrais quand même, Monsieur le Président, donner quelques déclarations qui montrent que le président capitaine Moussa Dadis Camara est au commencement. Il est à l'orchestration. Il est au montage. Il est à la planification de tout ce qui s'est passé et les autres n'ont fait qu'exécuter son travail. Je ne dirais pas mieux que ce que le commandant Abaka Diakité a dit ici au moment où encore la défense était divisée, on a bien compris. J'en veux pour preuve une déclaration du colonel Claude Pivy qui dit ceci, que le président Moussa Dadis lui a confié qu'il a envoyé le colonel Tcheboro au stade pour maintenir l'ordre. Le colonel Tcheboro, Camara Moussa ici, nous a dit « Je n'avais pas de matériel de maintien d'ordre ». Il nous l'a dit ici. Et si le président l'envoie pour maintenir l'ordre, en réalité, le président sait pourquoi il l'a envoyé. Parce que pour maintenir l'ordre, il y a des armes pour cela. Mais comme lui n'en a pas, et ce qu'il a, c'est pour faire quoi? Il sait, dès le départ, qu'en réalité, il utilisait simplement un mot pour ne pas choquer. Maintenir l'ordre, mais c'est maintenir cet ordre-là, c'était pour caillasser, c'était pour tuer. Et également, le colonel Moussa Tcheboro Camara, ici également, clairement, en tout cas on l'a entendu dans l'audio qui a été joué ici, même si ça a été contesté, qui a dit que la veille, il était avec le président capitaine Moussa Dadis Camara. Qu'il était avec lui quand il a appelé Sidia. Je vous ai dit, je ne vais pas trop développer parce que ça a été dit à Satiété hier. Mais c'est bon encore de rappeler, même si on le nie ici aujourd'hui, il a dit, ça a été capté, même si encore l'audio a été contesté, mais on a vu lors de la confrontation ici. Parce que, justement, la veille, ça a été mûri, planifié, concocté. On a choisi les ingrédients nécessaires. Je vais faire du sadisme pour préparer cette sauce d'opposants tués. On l'a préparé, on l'a pensé. Et le commandant Abaka Diakité, avant son arrestation, parce qu'en réalité, il a dit lors de son passage ici, nous voici à Conakry, lors d'une question. Mais en réalité, au moment où
tout cela commençait, il ne savait pas, Monsieur le Président, qu'on allait à Conakry, qu'on allait devant le tribunal criminel. Il ne l'a jamais pensé. Et il a dit, et ça a été répété ici hier sur les ondes, j'ai été envoyé au stade par le président Moussa Dadis Camara. Aucune contrainte, aucun calcul. En ce moment, il parle libéré. Bon, on ne savait pas où il était, mais libéré. Mais certainement, il a pensé qu'il parlait à la postérité, que peut-être qu'il ne serait plus ici, peut-être publiquement, parce qu'il était par ailleurs recherché, mais il a parlé avec son cœur, avec ce qu'il a d'honnêteté, parce qu'il est honnête. J'ai été envoyé par le président Moussa Dadis Camara au stade. Mais évidemment, après son arrestation, ça devient beaucoup de calculs, de stratégie. Après son arrestation, chante-toi, mais si j'ai été envoyé par le président Moussa Dadis Camara, donc j'ai participé, donc je peux occuper. Non, il faut que je sois stratège. Et quand vous l'avez écouté ici, Monsieur le Président, nul ne peut dire que le commandant Aboubacar Diakité n'est pas intelligent. Il dégage une intelligence extrême. Une intelligence extrême. Et il sait à chaque fois qu'est-ce qu'il faut dire. Il a parlé franchement au départ, mais après il a calculé parce que on sera ici à Conakry. Parce qu'on sera là-bas. Il faut. Et j'avoue que quand je l'écoutais, je me suis dit, voici un client que j'aimerais défendre. Pourquoi? Parce qu'il est intelligent. Mais quand on est intelligent, malheureusement, aujourd'hui, les voix et avec les captations, on laisse des traces. Avant, tout ça, s'il n'y avait pas d'écrit, on ne pouvait pas se rappeler, mais maintenant on se rappelle. C'est figé, c'est matérialisé. On peut évoluer, on peut changer, mais on ne peut pas effacer. Même si au stade, le 28 septembre 2009, on a tenté de détruire tout le matériel, mais encore on en a eu. Donc, il savait ce qu'il disait lorsqu'il disait à cette radio-là, vraiment dégagé de tout, sans aucune contrainte, qu'il y avait été envoyé par le capitaine président Moussa Dadis Camara. Et lui-même, le commandant, a toujours dit que il a dit qu'il fallait les mentir, ces manifestants. Qu'il fallait les mentir. Il a dit, ici. Et également, c'est vrai qu'il n'est plus là, mais le général Mamadou Toto Camara, en tout cas ici, je n'ai pas entendu qu'il serait, parce qu'on a dit qu'il y a un autre général qui était contre, qui voulait que le pouvoir du président Moussa Dadis Camara tombe, mais le général Mamadou Toto Camara, je n'ai pas entendu dire qu'il était dans un complot, ou en tout cas dans une posture. Mais lui, il a dit ceci également, que lorsqu'il a appris qu'il y avait les manifestations, il s'est rendu avec le Premier ministre chez le président. Et le président, ils y ont trouvé le colonel Tchiboro Camara et le commandant Aboubacar Diakité. Et que le président était extrêmement énervé. Il a dit, vous voyez, ça conforte cette orchestration, c'est comme de la musique. C'est orchestré, chacun joue sa partition. Une note force dérange tout. Il faut que la musique soit digeste. Et ils ont clairement planifié tout ça. Le fait aussi, Monsieur le Président, de faire venir les recrues de Calia, c'est important. Parce que on a prévu, on a mis tout ça en place. On a mis tout ça en place. Et on encaserne les autres militaires, justement. On les encaserne parce qu'ils peuvent être des grains de sable.
qui peuvent venir enrayer l'engrenage. Ceux qui sont là, la garde présidentielle, les services spéciaux, les recrues, ceux-là, c'est ceux-là qu'il faut. Mais les autres, il faut que vous restez chez vous. Sinon, on ne sait jamais. Parce qu'ils ne peuvent ne pas comprendre ce qui se passe. Ils peuvent penser que ce sont des bandits et des voyous qui sont en train de faire cela et s'opposer. Donc, il faut qu'ils soient encasernés et gare à celui qui sortira. Tout ça, c'est réfléchi, c'est pensé et c'est exécuté. Et c'est exécuté comme une battue, maître DS l'a dit hier. Et il y a un témoin ici, une victime qui est passée ici, qui a expliqué comment tout ça a été agencé au niveau du stade. Une conception de grands stratèges. On nous a dit ici, on a fait les écoles militaires, effectivement. Mais cette stratégie a été déployée au stade. Ça a été tellement bien décrit hier que j'ai peur d'enlever à ce qui a été bien dit, mais on a organisé, et chez nous aussi on fait les battues. Mais on fait tout, on laisse des souricières, comme on le dit, et puis là on sait que les animaux vont sortir, et puis là la chasse sera bonne. Ici c'était la chasse à la caillasse de l'opposition. Et tout ça a été planifié, Monsieur le Président. Ça a été planifié par qui? Par le président, le capitaine Moussa Dadis Camara. Planifié par lui parce qu'en réalité, il voulait être candidat, parce qu'en réalité, il voulait demeurer. Certains ont dit qu'au départ, on a dit que c'était la chance de la Guinée, mais... Et puis la vidéo montre effectivement que il y avait beaucoup de personnes, je ne vais pas dire des courtisans, mais en réalité des personnes qui disaient que c'était la chance de la Guinée. Il a pensé que, effectivement, que son heure, c'était son heure, il fallait le faire. Et donc tout ça a été fait spécialement pour cela, pour le pouvoir. Pour le pouvoir. Tout ce qui a été fait aussi bien par le capitaine président qui a coordonné tout ça, qui a mis toute la stratégie en marche, comme j'ai décrit, mais également exécuté par un certain nombre de personnes. Je ne pourrais pas dire tout, mais je vais juste dire un mot pour ceux que j'ai décidé de retenir et de parler un peu. Le colonel Moussa Tiboro Camara, ici, vous savez, son nom a été tellement dit ici. Et je pense qu'il n'est pas surpris que son nom soit dit ici autant de fois, parce qu'il était tellement... il y avait le planificateur, mais lui, il était le chef d'orchestre. Sur le terrain, c'est lui qui devait tout agencer et puis regarder qui fait quoi. Parce qu'il fallait être un peu partout pour savoir est-ce que chacun exécutait sa tâche comment ça a été dévolu. Il était là, à l'orchestration. Il était la veille avec le président Moussa Dadis Camara. Ils ont coordonné les choses ensemble. Sur le terrain, il était là pour voir comment ça s'exécutait. C'était lui le bras séculier sur le terrain. Il fallait le faire. Le colonel Claude Pivi, je pense que son absence ici témoigne tout simplement de que ce qu'il sait que c'est peine perdue. Il n'y a pas de porte de sortie. Mais je ne vais pas l'accabler beaucoup plus que cela, mais son absence ici est un désaveu, est un aveu tellement criard que quand on est innocent, on vient faire face. Le commandant Abaka Diakité. Monsieur le Président, vous savez, quand je venais ici, j'ai un club d'amis. Notre club d'amis, on appelle cela à Abidjan le Grain Galon. C'est un club d'amis, on prend le thé. Et on m'a dit, je pense que, ils me disent, nous pensons que vous n'allez pas parler du commandant Abaka Diakité. Vous n'allez pas parler, libérez-le. On m'a dit, tu n'oseras pas dire qu'il a fait quelque chose
Il est tellement sincère, c'est ce qu'on m'a dit. Et je suis sûr qu'après les mots que je lui ai dit, quand je vais retourner à Abidjan, certains auront certainement le visage fermé en me regardant. Mais Monsieur le Président, c'est vrai. Le commandant Abaka Diakité nous a permis de comprendre beaucoup de choses ici. Avec, je pense, ce volet-là avec sincérité. Mais vous savez, comme je dis, on n'est pas... Généralement, les accusés ne témoignent pas contre eux-mêmes. Mais c'était tellement beau. À un moment donné, j'ai failli croire. J'ai failli croire. J'ai dit j'ai failli croire. Mais je me suis rappelé que dans sa période de sincérité, et là où il ne risquait rien, il a dit, j'ai été envoyé par le président Moussa Dadis Camara au stade. Il a dit. Mais il a tenté de nous monter ce scénario, je n'ai pas dit hollywoodien, où on va dire l'Hollywood pour parler du Nigeria, mais d'Abiwood pour parler d'Abidjan. De ce qu'il serait allé au stade pour chercher le président. Est-ce qu'on peut croire à cela, Monsieur le Président? Est-ce qu'on peut croire à cela? Il part du camp Alpha Yaya, du siège donc de la présidence, là où le président est censé être, même s'il apprend que le président est parti, la première des choses, c'était de s'adresser au commandant du salon, qui fait partie de ces éléments. Et le commandant du salon a dit, quand le président sort, je sors toujours avec lui. Ah, c'était plus simple d'aller demander. Il ne le fait pas. Il sort du camp. Il ne se renseigne même pas au checkpoint. Il va, il dit, j'ai vu le dispositif de Marcel. Mais il ne parle pas avec Marcel, parce qu'ici, ils nous font croire que c'était la guerre entre les deux. Mais on a compris après vers la fin que c'était même pas la guerre entre les deux, c'était l'amitié sincère entre les deux. Donc peut-être, il faut peut-être protéger l'un et aider l'autre. Je dis, je vois le dispositif de Marcel, mais je passe. Mais, Monsieur le Président, qui que le neveu, membre de la garde présidentielle, pouvait le renseigner? Non, il quitte là. Parce qu'en réalité, il doit aller au stade. C'est là-bas qu'on lui a envoyé. Il doit être au stade. Il va au stade. Mais il a dépassé le dispositif de Marcel. Mais il rentre au stade avec le dispositif de Marcel. Du moins, il rentre au stade avec les éléments de Marcel. Parce qu'il dit quand ils ont commencé à tirer. Parce que c'était pour ça qu'il était parti. Mais certainement, comme je vous ai dit, il y avait un stratège qui était là pour coordonner le colonel Tiboro Camara, tout ça. Ils ont passé un moment donné, l'ampleur peut-être les a effrayés parce que ce qui se conçoit sur papier ou à dehors, lorsqu'on fait l'exécution de foi, on peut être dépassé, je pense. Ils se sont dit, tiens, où allons-nous? Qu'est-ce qu'on fait? Et chacun cherche maintenant, parce qu'il voit ce qui se passe. Ça ne peut pas passer par perte et profit. Chacun cherche maintenant comment faire. Ah oui, je vais sauver les leaders. En sauvant les leaders, ceux-là, ils vont témoigner pour moi, ils vont dire c'est moi qui les ai sauvés. Et puis, quand le commandant le fait également, le colonel Tiboro Camara le fait. Parce que justement, on se rend compte, il faut faire quelque chose. Et, Monsieur le Président, c'est constant que le commandant Diakité était au stade. C'est constant qu'il a dit qu'il a été envoyé par le président Dadis Camara. Là où il était libre de tout. Là où il n'avait aucune contrainte. Là où il ne faisait aucun calcul parce qu'il n'y avait pas de calcul à faire. Il était certainement dans son abri, tranquille. Il faut qu'il le dise. Et il a dit.
Mais pourquoi il irait au stade? Pour faire quoi? Il ne peut pas faire le maintien de l'ordre. Il n'en a même pas les moyens et les armes. Qu'est-ce qu'il va pouvoir y faire? Ce n'est pas encore pour casser de l'opposant, pour tuer de l'opposant, Monsieur le Président. Donc, vous comprendrez que le commandant Diakité Aboubacar a essayé une forte sincérité pour nous, je ne vais pas dire nous amener à bateau, parce que, mais je crois que la mer n'est pas trop loin d'ici, mais il a essayé. Mais malheureusement, nous sommes à quai. Nous sommes ici à Conakry, comme lui-même il a dit. Nous sommes ici devant vous. Et vous saurez faire la différence du vrai et de l'ivraie. Vous saurez trier ce qui a été dit au moment de sincérité, ce qui a été dit au moment des calculs, des stratégies pour se défendre. À Conakry, on ne peut pas faire tout et tout ne peut pas passer inopportunément. Et surtout pas devant vous, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Je vais dire également un mot du capitaine Marcel Guilaoui. C'est, je pense, Monsieur le Président, l'exemple de ce que des personnes, des accusés font des calculs extrêmement ingénieux. Il a dit ici, c'était au début, je n'ai pas parlé parce que c'était une stratégie militaire. C'était une stratégie militaire. Il est stratège. Il est stratège. Donc, il nous mène en bateau tous. Mais ça ne peut pas tenir. Parce qu'il sait que le commandant Bakar Diakité ne peut pas se tromper s'il a vu Marcel. Il ne peut pas se tromper. Il a dit, j'ai parlé à Marcel, à la clinique. J'ai vu Marcel au stade. Il ne peut pas. Ah. Enfin, il faut se lâcher. Mais pour se lâcher, il faut faire des calculs. Il ne faut pas essayer. Il faut essayer parce que la défense se reconstitue. Parce que ils se reconstituent dans leur mode de défense. Mais il faut réfléchir, il faut se donner la posture. Quand on a fini de bien réfléchir, on vient dire, ah oui, ma langue n'était plus coupée, je n'étais plus malade, j'étais au stade. Alors qu'on était tellement mourant au premier passage qu'on ne pouvait même pas être au stade. Mais là, on est au stade. On est arrivé au stade. Et mais en réalité, comment on fait des calculs? Il faut enlever tous les points où on peut trouver des éléments contre nous. En tout cas, des éléments pour dire on a tiré, mais c'est peine perdue, Monsieur le Président. Comme on le dit à Beaumentir qui vient de loin. Mais la réalité est là, il était au stade. Il allait au stade avec un dispositif. Si je m'en réfère simplement à ce que le commandant Bakar Diakité a dit, avec un dispositif de béret rouge, de la garde présidentielle, il allait au stade. Et c'est les bérets rouges, la garde présidentielle, les services spéciaux qui ont tiré, qui ont tué. Alors, donc, Monsieur le Président, il y était. Et c'est eux qui ont tiré, c'est eux qui ont tué. C'est eux qui ont fait la battue à l'opposé. C'est eux. C'est eux. Monsieur le Président, que souhaitent les victimes? Je vous ai dit que je n'allais pas m'attarder sur les questions, en tout cas de responsabilité individuelle, parce que hier on a eu vraiment, et je sais qu'il y a d'autres confrères qui viendront encore pour insister parce que la répétition est pédagogique. Les victimes n'écrivent pas vengeance. Les victimes réclament justice. 'justice'. 'Justice', pour elles, c'est 'justice'. 'Justice' 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 pour elles,
ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles ont subi. Justice pour la Guinée, parce que justice, la Guinée va gagner en premier. Parce que s'il y a justice, on aura la chance qu'il n'aurait plus ça. Parce que vous savez, Monsieur le Président, l'impunité d'aujourd'hui est le crime de demain. Hier, ils ont fait, rien ne s'est passé. Nous, on fera, rien ne sera. Mais s'il y a justice, tous ceux et toutes celles qui ont une parcelle de pouvoir, en réalité, feront attention à regarder, à retourner dans la tête, à réfléchir avant d'agir. C'est ce que Monsieur le Président souhaite effectivement. Justice. 28 septembre 2009 ne peut pas être une page qu'on tourne pour passer à autre chose. Il faut nécessairement lire cette page. Sinon, si on la tourne, on ne comprendra pas ce qui va se suivre. Donc les victimes ont foi. C'est pourquoi elles ont tenu. Elles ont tout fait pour que justice soit faite ici en Guinée. Elles étaient en instruction. Elles sont venues ici devant vous pour vous dire ce qu'elles ont subi. Seulement vous dire ce qu'elles ont subi parce qu'elles ne sont pas dans la vengeance. Elles ne sont pas dans faire payer à quelqu'un. Elles sont là pour que justice soit dite. Monsieur le Président, on a décliné, et Maître DS a décliné hier, la constitution du parti civil des personnes physiques. Il me faut, Monsieur le Président, vous solliciter qu'il vous plaise donc recevoir également la constitution du parti civil de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme et du citoyen, de la Fédération internationale pour les droits de l'homme, l'association des victimes, amis et parents des victimes du 28 septembre. Et chacune de ces organisations réclame pour elle, face à toute cette gravité, ces énormités, elles auraient pu dire, on a tellement souffert, mais en réalité, elles sont là devant vous, Monsieur le Président, pour que justice soit faite. Elles réclament chacune le franc guinéen symbolique. Les FIDH réclament un franc symbolique. L'Organisation guinéenne des droits de l'homme et des citoyens réclame un franc symbolique. Avipa réclame un franc symbolique. Pour vous dire, Monsieur le Président, ce qui les amène ici, ce n'est pas une question pécuniaire. Quoique, elles ont dépensé beaucoup d'argent. Elles ont dépensé beaucoup d'argent. Mais en réalité, ce qui les conduit ici, c'est justice. Pas autre chose. Elles souhaitent également que l'État guinéen puisse garantir le paiement de ces sommes. Parce qu'en réalité, les personnes qui sont devant vous sont la plupart, en tout cas quasiment tous, des militaires, des chefs d'État, des personnes qui agissaient à leur qualité de fonction officielle. On ne parle pas de la responsabilité pénale de l'État guinéen. Nous sommes sur les intérêts civils. Et l'État guinéen doit garantir le paiement de ces sommes parce que ces personnes, ces accusés devant vous, ont agi dans le cadre de leur fonction de chef de l'État, de secrétaire à la lutte contre le grand banditisme, de ministre de la sécurité présidentielle, aide de camp, membre ministre, membre de la garde présidentielle, membre des services spéciaux, etc., etc. Monsieur le Président, c'est dans ce cadre-là
que ces accusés ont agi et l'État guinéen doit garantir le paiement de ces sommes sollicitées et qui sont des sommes, je vais dire, au regard des souffrances, qui sont des sommes modiques. Tout ce qui est arrivé au stade, Monsieur le Président, et vous comprendrez que je vais vers la fin, parce que j'avais pas grand-chose à dire, tout a été tellement dit, parce que cette affaire, ça fait 1 an 6 mois que vous êtes là. Si on veut aller autour, on pourrait faire des jours et des jours ici, mais c'est bon de dire un peu. Et comme je dis en matière pénale, j'aurais pu dire, je me joins à ce qu'ils ont déjà si bien dit, mais en matière pénale, la voix doit pouvoir porter. Quand je suis venu ici, je ne peux pas laisser ma voix seulement sur ce banc-là, il faut que ma voix soit ici également, dans ce micro. Tout ce qui a été fait, c'était pour permettre la candidature du capitaine président, du capitaine Moussa Dadis Camara. C'est un objectif, c'était l'objectif politique. C'est pourquoi tout cela a été fait. C'est pourquoi nous pensons que lorsque vous serez dans le secret de la délibération, c'est vrai, vous allez vous interroger, est-ce que les faits qui ont été portés devant vous constituent des crimes ou à tout le moins des infractions ou des délits, c'est selon, vous analyserez. Vous allez aussi vous demander, est-ce que la responsabilité des personnes devant vous sont engagées pour nous au regard des démonstrations qui ont été faites jusque-là et certainement ce que fera le parquet, vous verrez, vous avez vu déjà que la responsabilité de ces personnes sont engagées. Qui ont utilisé une technique extrêmement rodée, certainement appris dans les écoles militaires, mais pour faire la guerre à l'extérieur, pas pour faire la guerre en interne, mais qu'ils ont utilisé en interne, et vous comprenez qu'ils ont pu faire du carnage. Ma voix, Monsieur le Président, c'était pour vous dire que les victimes ont confiance à la justice de la Guinée. Les victimes disent plus jamais ça, mais plus jamais ça doit venir d'une décision exemplaire. C'est pourquoi, Monsieur le Président, vous avez, et c'est ce que la loi vous dit, vous avez la loi et la conscience pour analyser les faits. Les victimes vous disent simplement, Monsieur le Président, et pour ne pas être plus long, qu'elles ont confiance en vous et que vous ferez ce qu'il faut. Je vous remercie. Rejoignez le box, s'il vous plaît.